Du coup, moi, c'est Alexandre et j'ai créé mon bureau il y a 3 ans à peu près. Ça s'appelle Office Moto. Start it up. Euh, pour moi, architecte, c'est... On va plutôt partir d'une définition de ce qu'est l'architecture pour moi. Moi, la manière que j'ai de décrire l'architecture, c'est que c'est une scène permanente pour un scénario inconnu. Et donc, vient l'idée de comment est-ce qu'on va devoir définir, faire une scène qui permette une pluralité de scénarios d'émerger de cette scène. Et donc, évidemment, dans une idée de scène, il y a toujours une importance assez grande du vide en soi. Donc on pourrait dire que l'architecte, c'est celui qui définit le vide. Mais bon, de manière assez évidente, quand on définit le vide, on définit forcément aussi tout ce qu'il y a autour, qui est le contenant. Et donc il y a tout ce travail, cet aller-retour entre produire un contenant, mais s'intéresser plutôt au vide, plutôt à la vie que contient l'architecture, plutôt au dur finalement. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Après, il y a une autre chose supplémentaire que peut faire l'architecte pour moi, en tout cas, si on considère l'architecte un peu comme un artiste. C'est-à-dire, son rôle, pour moi, primaire, c'est celui que je viens d'énoncer, mais il y a un deuxième rôle qui serait comme l'artiste, de révéler un petit peu la beauté du banal. C'est-à-dire, et ça en tout cas c'est la définition nietzschéenne de l'artiste, c'est de se dire, ok, l'artiste c'est celui qui montre aux autres qu'est-ce que c'est que la vraie chose. Donc c'est pour ça que c'est assez important, je pense, en architecture, d'étudier beaucoup tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit, tous les détails, que ce soit la réflexion de la manière d'habiter un lieu, ou les détails de construction pour comprendre l'essence de qu'est-ce que c'est qu'une poutre, qu'est-ce que c'est que s'asseoir à table, qu'est-ce que c'est que chacun des moments de la vie et de notre manière d'habiter. C'est d'en comprendre l'essence pour pouvoir la révéler un petit peu aux gens qui habitent dedans. Et donc, voilà, ça c'est la deuxième étape pour moi de l'architecte, et on est déjà un architecte si on fait seulement la première, mais l'ultime objectif pour moi, c'est en plus d'apporter une sorte de conscience supplémentaire aux gens qui habitent ce qu'on fait, parce qu'on aura fait tout un travail en amont pour les aider à voir ça, pour leur révéler ça. Et pour nous-mêmes, pas seulement pour eux, c'est pas seulement un côté... moi, grand architecte, j'étudie, je comprends, je vois. Nous-mêmes, quand on le fait, on réalise tellement de choses qui, dans l'ordinaire, sont vraiment des belles choses. Et ça, travailler dessus précisément pour le comprendre et le montrer, c'est un rôle qui me paraît très important aussi. Alors, pour moi, quelque chose qui a été une clé pour moi en réalité, ça a été un des textes de Collas, à un moment donné dans Typical Plan, un texte qu'il écrit pour le livre SMLXL. Il parle du destin tragique de l'architecte, où il dit que nous, on fait des murs, on fait des pièces, et en créant ces choses, au fond, on limite les possibilités. Alors, j'explique. C'est-à-dire, dans notre quotidien, quand on fait un mur, finalement, d'accord, c'est ce qui permet à une pièce d'être isolée du reste et de pouvoir accueillir des nouvelles fonctions, accueillir ce fameux vide dont on parlait juste avant. Mais en même temps, on supprime la liberté qu'il y avait avant de pouvoir traverser ce mur. Et du coup, on limite les possibilités. Donc, il y a toute une tragédie de l'architecte là-dessus sur est-ce que je fais quelque chose, est-ce que je fais rien? Et du coup,
ce que je trouve intéressant, c'est de voir que c'est toute une histoire de balance entre le défini, qui réduit les possibilités, et l'indéfini, laissé ouvert, mais au risque d'au final rien offrir. On ne fait pas de mur, on n'offre finalement pas de pièces. Il y a toute une balance sur laquelle il faut travailler et toujours réfléchir à est-ce que j'apporte plus de choses que j'en supprime. Aussi étudier, est-ce que les besoins que j'étudie maintenant, que j'identifie maintenant, seront toujours présents dans 5 ans et c'est un des écueils du fonctionnalisme de se dire ok, on va essayer de suivre tous les besoins qu'il y a dans une cuisine et on va faire précisément les mouvements de la ménagère par exemple. Oui, on a tout défini précisément, mais dès le moment où les usages y changent, ne serait-ce qu'un tout petit peu, on se retrouve avec ah oui, mais finalement c'est un vrai carcan cet endroit. Et du coup, il y a toute cette balance que je trouve très intéressante à trouver et qui, pour moi, a été assez importante pour définir mon architecture au début et pour comprendre, même quand je faisais des projets en tant qu'étudiant, ok, qu'est-ce qui valait la peine d'être matérialisé finalement. Et voilà. Je pense que ça, c'est une clé importante. C'est éviter la limitation des usages, Moi, si j'essaie de réfléchir à ce que tu dis, c'est en gros, pour toi, une notion qu'il faut bien maîtriser depuis le début, c'est surtout ne pas brider pour la suite, finalement. C'est laisser le maximum de possibilités ouvertes. Même si tu poses un mur, tu cherches toujours à... C'est identifier précisément quelles sont les nécessités qui seront permanentes finalement. Ouais. Et faire une différence avec les nécessités qui sont temporaires. Et c'est ce qui, si on en revient à la définition de base que j'avais dit au début, de l'architecture comme la scène permanente d'un scénario inconnu, la scène, elle permet tous les scénarios au théâtre. C'est ça l'idée. Après, dans notre quotidien, on a besoin de scénarios un peu plus précis, mais parce qu'on n'a pas envie de devoir monter une scène à chaque spectacle dans notre vie quotidienne. On n'a pas envie de devoir changer le décor. Mais il va falloir déterminer à quel point cette chose... En fait, il y a un rapport aussi avec la récurrence des usages. C'est ce qui fait qu'on construit quoi que ce soit d'ailleurs, et c'est ce qui fait qu'on fait un outil. Quand on fait une chose X fois, on va créer un outil qui nous permettra de le faire plus simplement. De la même manière, quand on fait une pièce, c'est parce que cet usage se répète. On a besoin d'aller dormir tous les jours. Et pour toujours. Et du coup, c'est là que se pose la question. Si cet usage, il a lieu d'être qu'une fois, ou même seulement pendant 5 ans, tout de suite la matérialité n'est pas la même. Et c'est pour ça que dans une maison, au fond, qu'est-ce qui compte? C'est l'enveloppe. L'enveloppe, c'est la chose principale. À l'intérieur, les usages peuvent changer. C'est pour ça que les cloisons sont aujourd'hui pas du tout faites en dur. Pour d'autres raisons aussi économiques, évidemment. Et c'est pour ça que dans une galerie, un musée, ça a un sens de faire l'abri extrêmement simple de Mies van der Rohe où à l'intérieur, il n'y a rien. Voilà, c'est tout. Mais pour le dire simplement, pour moi, c'est de trouver l'équilibre entre le défini, à quel point on va définir les choses, les préciser, leur donner une matérialité forte, au risque de limiter les possibilités, et à quel point on va laisser les choses indéfinies au risque de ne rien offrir. Caractérise. Ouais, c'est ça, c'est la différence entre le plan neutre du typical plan de Corbusier, le plan neutre du typical plan de Colas, et qui au final n'apporte rien quelque part. C'est justement une feuille blanche. Mais en même temps, tu as envie d'avoir un peu plus, quoi, parfois. Et pour moi, c'est pour ça que je trouve que ces plans sont pas... Enfin, cette idée de typical plan est insuffisante. C'est que tu as envie d'aussi influencer le contenu. Tu as envie de lui apporter plus. C'est ça qui n'est pas évident. Alors, ma première émotion architecturale, c'est difficile à dire parce que, comme beaucoup,
j'ai voulu être architecte très tôt. Et quand vers 12 ans, tu sais que tu veux être architecte, alors que tu n'as aucune conscience des tenants et aboutissants de tes désirs, je ne pense pas pouvoir identifier à ce moment-là précis, un élément précis qui a été ma première émotion architecturale. Mais il y en a plein, si on regarde dans notre enfance, il y en a juste plein. J'ai une idée en tête, c'est la fraîcheur des églises quand on était en voyage avec mes parents. Peu en France, mais plutôt en Italie et en Grèce, où on peut imaginer c'est l'été, il fait très chaud, et au même titre que le plaisir de prendre une glace, tout simplement, et de se balader dans la rue, il y a la chaleur, et là on voit l'église, et déjà on appréhende, on sait qu'on va rentrer dedans, et on appréhende le fait qu'on va rentrer, que ça va être frais. Et on sait déjà à l'avance l'ambiance qu'il y a. Donc on s'y attend et on y rentre, il y a cette fraîcheur, cette sorte de calme, ou en tout cas de sonorité spéciale. Et on n'entend jamais rien dans une église, on entend toujours quelque chose, mais c'est très, très étrange comme son. Avec aussi l'odeur spéciale de l'encens, la lumière assez sombre. Donc oui, ça c'est une des, je pense, émotions architecturales qui par contre ne m'est absolument pas propre. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde a ressenti à un moment donné. Franchement, ça n'est vraiment pas propre. Puis il y a aussi ces petites églises. Alors il y a les grandes où on a vraiment, on s'imagine dans une ville en Italie, une grande église, on rentre, tout ça, mais il y a aussi ces toutes petites églises sur une île en Grèce. Tu rentres, tu es seul là-dedans, tu entends tes propres pas de manière assez forte. Et en même temps, c'est émouvant, quoi. C'est des petites voûtes qui sont absolument pas régulières. C'est des émotions assez fortes, je trouve. C'est à Ahmedabad, en Inde. Il y a 2 bâtiments, du coup, enfin 2 lieux, mais qui sont la même chose à 2 époques différentes. L'une, c'est Sarkej Rosa. C'est un complexe avec mosquée, tombe et un très grand réservoir d'eau à ciel ouvert, autour duquel sont placés les différents organes, les différents bâtiments de ce complexe. Et l'institut de management de Louis Kahn aussi, qui est pas loin, et qui présente les mêmes qualités, on va dire. Les deux sont une panoplie d'éléments de composition, de types compositionnels, qui sont une infinité de leçons. Il y a vraiment des stratégies différentes pour composer ces ensembles. Et rien qu'à les étudier, on a déjà la moitié des types qui existent, quoi. Donc déjà, c'est passionnant. Et ensuite, il y a plusieurs choses à la fois. Ce sont des lieux qui sont très spirituels, sur lesquels il y a une ambiance forte, puisqu'il n'y a pas très peu de vitrage dans la mosquée, clairement, à Sarkej Rosa, qui date de 1450, il n'y a pas de vitrage. Et dans le bâtiment de Cannes, il y en a très peu. Donc ce sont des bâtiments ouverts, avec l'air qui circule, le soleil, la pluie, et du coup il y a un côté très essentiel, très primitif, très, très beau, avec un langage qu'on dirait que ça émerge de l'homme avec un grand H, ces immenses cercles de Cannes, les magnifiques dômes de Sarkej Rosa, et donc c'est fascinant. Avec ça, il y a d'autres leçons, il y a les leçons constructives, l'un en pierre, l'autre en brique, toujours avec une logique constructive très forte. On connaît les idées de Kahn sur la construction, la brique. Quand on voit ces bâtiments, oui, on pense à ce qu'il nous disait. La brique dit « je veux être une voûte », enfin, ou un arche, mais très beau. Et j'y retournerai bien. C'est vraiment beau.
dire, il y a aussi un autre élément qui est très beau dans Sarkej Rosa, c'est que tu as une sorte de jauge du temps qui passe, de par le fait qu'il y a le réservoir. Et ça, c'est vraiment beau. Parce que d'un coup, parfois il est vide, et tu as juste une petite flaque au milieu de cet immense réservoir. Quand on dit qu'il est immense, c'est quelque chose de grand. Et du coup, il est vide, c'est un côté désertique, et selon la saison, il se remplit. Et donc ce rythme, ça donne un truc qui est vraiment très beau au bâtiment en plus, quoi. Il y a tout de suite un côté poétique qui ressort. Vraiment, c'est sublime. Alors, de manière générale, je pense que tout le monde a tendance à parler forcément aujourd'hui de l'environnement et de la durabilité comme étant ce qu'on veut mettre en avant, évidemment, et tout ça. Et c'est évidemment un sujet essentiel. Mais pour moi, pas de la manière qu'il est évoqué de manière générale, c'est-à-dire d'un point de vue presque mono-orienté sur l'énergétique, comme une vision écolo. Et pour moi, même si c'est important, en fait, ça n'a pas vraiment de sens dans l'architecture parce que l'architecture en elle-même, par définition, c'est quelque chose de durable et de permanent, de base. Pour moi, c'est... Et on en revient à la définition que je donnais avant. En tout cas, c'est une des définitions que je donne. C'est, pour moi, l'architecture, c'est une sorte d'art de la permanence. On disait plutôt, c'est la scène permanente d'un scénario inconnu. Donc cette histoire, c'est fondamental, quoi. C'est ce qu'on construit de base, ça doit être durable, évidemment. Et presque, j'aurais envie de dire, tout ce qu'on construit qui n'est pas permanent n'est pas de l'architecture. J'aurais presque envie de dire ça. Il y a une notion temporelle qui est hiérarchique, qui est pour moi importante. Et alors je comprends qu'on puisse dire le contraire, on peut faire des choses merveilleuses avec des pavillons temporaires et tout ça, mais pour moi, il y a une essence quand même qui est d'une temporalité très forte avec l'architecture, qui fait que les pyramides sont encore là aujourd'hui. Donc, il y a évidemment cette notion de durabilité, mais qui, pour moi, est une base. Et qui aussi montre un des autres rôles de l'architecture, c'est une sorte de support à la fois du contenu qu'elle contient, du coup, de la vie qu'elle accueille, et à la fois de la mémoire de la vie qu'elle accueille. C'est-à-dire, ça doit être un bâtiment, c'est le fil rouge d'une famille, de la ville, de toute la vie qui passe à travers ses poteaux et ses murs. Et donc, pour moi, c'est toujours très important de voir mes bâtiments de cette manière. Et j'aime bien en ça, et ça c'est un livre qui est essentiel pour moi, enfin, qui n'est pas essentiel, on n'est pas obligé de le lire, mais qui est utile quand on commence l'architecture d'ailleurs, c'est Éloge de l'ombre de Tanizaki, où là, c'est très beau parce qu'il parle de comment un bâtiment qui vieillit peut avoir une valeur supplémentaire. Justement, il parle du passage des mains sur les balustrades en bois, qui donne une patine, et le bâtiment devient du coup le support de la mémoire. Et c'est très, très beau, très tangible pour moi. Et j'aimerais faire des bâtiments qui fassent ça, qui puissent vieillir avec les gens. Et du coup, en réalité, presque sans le vouloir, c'est extrêmement actuel parce que c'est ce qu'on ne fait pas du tout, ce qui est problématique. La deuxième chose qui me semble très importante en général dans mon travail et que j'ai envie de faire en tout cas, et c'est l'intention, c'est de faire des bâtiments qui donnent plus de corps à la vie qu'ils contiennent. C'est-à-dire où on sent de manière plus fort, plus palpable, le réel, la nature, le vent, le soleil, le temps qui passe, quelque chose qui rend plus palpable la réalité dans laquelle on est, qui permet d'être plus conscient, d'être un petit peu, d'essayer d'apporter un éveil. Et il y a des lieux comme ça. J'aimerais bien en faire, et c'est sûr que quand on parlait plutôt des émotions qu'on a quand on est jeune dans certains lieux,
c'est clairement ça qui se produit. C'est que tout d'un coup, tu rentres dans cette petite église dont on parlait, tu prends conscience de quelque chose, il se passe quelque chose de spécifique qui t'apprend quelque chose sur la vie. Il y a énormément de choses comme ça, mais parfois c'est juste être devant une rivière, tu vois l'eau qui coule, et il y a un truc assez métaphysique qui te fait te dire, ok, l'eau elle coulera pour toujours, il y a un truc assez magique, on ne sait pas trop quoi, mais c'est ça que j'aimerais produire aussi dans les bâtiments. Et on va voir si on y arrive. Pas évident, je pense. Alors, un de mes projets, c'est un projet qu'en ce moment, on est en train de le construire en Grèce, dans les Cyclades, à Sifnos. C'est un projet qui est sur une sorte de plateau qui domine une vallée, avec à la fin une sorte de plage, une vraie baie, une très belle vue, mais de manière très rare, c'est un plateau. En général, dans les Cyclades, c'est plutôt des restingues et des pentes fortes sur lesquelles les maisons s'adossent. Et là, on est dans une situation où finalement, c'est très aride, il y a énormément de vent, et du coup, c'est pas évident de positionner la maison sur cet endroit, parce qu'on n'a pas de mur contre lequel s'adosser, ni quoi que ce soit. Ça, c'est un des éléments, il y en a 3. Le deuxième, c'est dans les environs, il y a beaucoup de bergeries qui sont des petits volumes très simples, rectangulaires, en longueur, pour abriter les bêtes, et qui sont flanqués d'une grande cour, entre guillemets, qui fait au moins 2 fois la taille de la bergerie en elle-même, et qui permet du coup de protéger les bêtes, mais en même temps de leur offrir plus d'espace à vivre sans pour autant construire un bâtiment plus grand. Parce qu'elles peuvent être protégées, en même temps elles ne vont pas sortir, ça permet aux bergers cette économie entre guillemets de moyens, et en même temps donner un bon espace à vivre aux brebis. Le troisième élément de ce projet, c'est le client qui, lui, dans ce terrain aride, avait absolument envie d'avoir énormément de plantes. Et pourquoi? Parce que c'est une personne qui veut avoir un verger avec ses citrons, ses herbes, il adore faire la cuisine avec plein de choses, et il voulait tout ça. Et donc, là on peut voir émerger une idée, la convergence de ces 3 choses quelque part, c'était de faire une maison avec une cour, qui serait l'essence du projet, l'élément central, une grande cour, qui sur cet endroit aride permet de protéger du vent, et en même temps du coup d'offrir un endroit où c'est possible de faire pousser tous les arbres en question qu'ils désiraient, et du coup de créer aussi une sorte de climat dans lequel il se sent protégé, en même temps au frais avec toutes ces plantes, et en même temps, depuis cette cour, avoir des vues sur le paysage, et que cette cour organise toute la maison, autant le corps principal que le corps des chambres, que le garage, tout ça s'articule autour de cette cour, qui est entre guillemets l'essence du projet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, c'est un peu à l'image de ce dont je parlais plus tôt, c'est essayer de trouver qu'est-ce que c'est que l'essence d'habiter et de construire pour l'homme. Et dans cette essence, pour moi, il y a une recherche assez évidente entre, en même temps, toujours se protéger de la nature, de l'environnement, autant au niveau de la chaleur que du vent et que des intrus, que des animaux même, en tout cas à la base, aujourd'hui plus tellement, et en même temps avoir un désir de fluidité avec elle. Du coup, c'est un peu l'image pour moi de cette ambiguïté qu'on recherche. Et c'est aussi d'ailleurs le travail de recherche de Mies van der Rohe sur des maisons à cour,
Oui, où il parle de deux choses, l'importance de l'intériorité dans une maison où on se sent en intimité et en même temps de l'ouverture vers la nature qui est, surtout aujourd'hui, à notre époque, devenu un sujet très important parce que je pense qu'on n'en a probablement pas assez et on en a plus peur en tout cas. Et du coup, je trouve que cette maison, elle est assez parlante vis-à-vis de ce à quoi je crois. Et, euh, et ensuite, il y a tout un travail de langage et sur la construction avec des volumes très simples, comme ceux des bergeries qui sont dans le coin, et aussi une construction en pierre. Alors là, c'est intéressant aussi parce que, en plus, la pierre, il y a un processus sur lequel on a creusé les fondations. Ça nous a permis d'extraire la pierre qu'on utilise pour faire les murs. À côté de ça, il y a évidemment un besoin de béton parce que au niveau des règlements sismiques en Grèce, c'est obligatoire, c'est tout. Et donc il y a un langage qui se fait entre le béton, les murs qui sont en pierre et le béton des poutres qui restent apparents et qui permettent de faire le couronnement des bâtiments, les linteaux en pierre de toutes les portes et toute une logique constructive qui se veut simple et vraie, quoi. Et du coup, c'est un projet qui me tient à cœur parce qu'il y a un peu tous les éléments dans lesquels je crois, tout simplement. Un peu un projet de fantasme aussi, quoi. Une sorte de cours. Puis il y a tout un jeu aussi entre l'intérieur et l'extérieur, avec la piscine qui vient depuis la cour, va sortir vers la vue. On peut s'imaginer des moments où on vit dans cette cour, des moments où on vit sur les terrasses à l'extérieur, plutôt vers la vue, vers les différentes vallées, parce qu'il y a des montagnes à droite, la baie en bas, la montagne à gauche, inverse, mais plein d'éléments différents qui se passent. Ce genre de petites cours, tout ça, moi, ça me faisait penser à ces architectures japonaises. Mm-hmm. Tu vois, là, les vieilles maisons de propriétaires, de grands propriétaires. Mais eux, leur maison est dans la cour, par exemple. Ouais, eux, leur maison est dans la cour, mais... Alors, tu vois la maquette, là, de mon point de vue, de mon angle. Mm-hmm. Euh, Il y a l'entrée l'entrée tout au ça, milieu. ouais. Au milieu de, ouais, bien sûr, c'est l'entrée du domaine. Ouais, et ça me rappelle un peu ça, quand j'étais allé voir ça à l'époque. Et c'est marrant, mais je pense que c'est parce que ça revient aussi d'ailleurs un peu à l'essence pour moi de l'architecture et de qu'est-ce que c'est qu'une maison et habiter le paysage à la base. C'est un peu le côté paladien d'être. C'est aussi un outil de contrôle du paysage, quoi. Tu te fais une enclave, un vrai oasis quelque part de contrôle dans lequel toi tu te sens à l'aise, dans lequel là en l'occurrence tu es protégé du vent, des vues, de tout ça, et tes arbres peuvent pousser. Et c'est ce qui est à la base un habitat, quoi. Et en général, dans notre notion de base, c'est seulement les murs d'une maison, et ça n'inclut pas l'espace extérieur. Mais pour autant, ça peut complètement être le cas, et c'est le cas dans l'architecture japonaise dont tu parlais, et c'est le cas dans ce cas-ci, et c'est le cas dès le moment où aujourd'hui on veut avoir plus de nature aussi au sein de notre habitat. Donc pour moi, il y a tout un truc assez essentiel là-dedans. Il y a aussi un gros travail dedans de recherche d'alignements idéaux, d'harmonie entre les éléments, de manière à essayer de ressentir quelque chose d'un peu spécifique dans cet endroit, à essayer d'avoir ces instants où tout d'un coup tout devient plus palpable, plus réel. On a l'eau, les arbres, la pierre, quelque chose de très élémentaire et élémental. La manière dont j'aborde un projet, c'est, disons, la somme de plusieurs choses. La première chose, c'est d'essayer de déterminer l'essence du projet auquel on a affaire. C'est-à-dire se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une maison, par exemple, dans le cas d'un projet de maison. Et voilà, qu'est-ce qui en fait l'essence. Et du coup, pour déterminer ça, on va étudier un nombre important de références. J'en magazine plein, c'est-à-dire
une centaine par exemple, qui sont celles pour ce projet, mais celles qui sont déjà de toute manière emmagasinées auparavant, parce que toujours une sorte de bibliothèque de projets qu'on se fait, de projets qui nous fascinent ou de projets qui nous paraissent importants, disons, qui sont des types en eux-mêmes. Et voilà, par la comparaison de toutes ces références, l'idée c'est de trouver quel est le dénominateur commun de tout ça. Et quand on trouve ce qu'il y a en commun entre toutes ces choses, on peut, j'espère, trouver qu'est-ce qui en est l'essence. Un exemple tout bête, voilà, toutes les maisons ont un toit, c'est une des caractéristiques essentielles d'une maison. Il y a des choses beaucoup plus profondes que ça, quoique pas forcément, hein, parce qu'on pourrait se dire justement l'essence d'une maison c'est simplement d'être un abri. Voilà. Et du coup, ça va être le premier élément. Le deuxième élément, ça va être d'identifier les problématiques spécifiques au site, au projet, au client, ses désirs, le PLU, tous les éléments, c'est-à-dire le plan local d'urbanisme, pardon, tous les éléments qui vont être des contraintes. Et aussi des moteurs, évidemment. Et la troisième chose, qui est beaucoup plus personnelle, c'est une sorte de fantasme architectural personnel et toute notre bibliothèque mentale de projets qui nous fascinent et qui nous tiennent à cœur et qui vont forcément émerger dans les projets. En fait. Et souvent, on peut avoir le fantasme de se dire ok, il va seulement, le projet va émerger purement de la logique, mais il va aussi émerger de choses qui sont nos propres références. Il n'est pas absolu et séparé de notre tête. Et je vais essayer de faire la synthèse de ces trois choses. Une synthèse où il va falloir trouver une idée qui est liée à cette essence qu'on a identifiée, qui essaie de répondre à tous les critères du projet, en même temps sans être juste une réponse à une somme de critères. Être plus que ça, il faut qu'à la fin, ça soit un tout cohérent qui réponde à tout ce qui nous semble le plus important et qui en même temps est l'image même d'une idée forte. Et pour ça, on en a parlé hors champ tout à l'heure, mais il y a dans Eupalinos, où l'architecte de Paul Valéry, il parle de ces bâtiments qui ne chantent que d'eux-mêmes, c'est-à-dire ils ne parlent que d'eux-mêmes. Ils n'expriment que ce qu'ils sont eux-mêmes. Et donc, c'est essayer de trouver ça, cette sorte de synthèse pour que le bâtiment soit fort, clair et harmonieux, avec une cohérence globale qui permette après du coup d'en faire un projet réussi. Alors mon premier client, c'est un client qui était transmis par mon père, qui était un ami de mon père. Et là où j'ai eu de la chance sur ce client, c'est que c'est un client qui a eu confiance en moi dès le départ, disons, alors que c'est probablement le plus gros sujet la première fois qu'on a un client, c'est la confiance qu'on va avoir, qu'on va nous offrir. Parce que déjà nous-mêmes, premier projet, on n'a pas forcément extrêmement confiance en nous. En tout cas, pas suffisamment pour être... pas pour imposer ses vues, mais pour faire comprendre bien ses vues. Et donc dès le moment où tu as un premier client qui te donne cette confiance, ça te permet toi de faire un bon projet là où c'est compliqué de le faire si ton client ne te fait pas confiance. Et bon, malheureusement ce projet s'est pas construit, c'était un projet d'une maison circulaire. J'étais assez fan du projet au départ. Aujourd'hui, je pense que je le ferais un peu différemment, mais bon, de toute manière, elle ne s'est pas faite. Mais voilà.